Zemmour, Mila, Zineb, voilà, la France éternelle. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Suite de notre émission de la semaine dernière consacrée aux pérégrinations d'Emmanuel Macron et plus largement de la Macronie, nous tentons cette semaine de lire le petit échiquier, pour détourner Brzezinski, le petit échiquier de la politique politicienne française. Alors, on va parler de l'affaire Mila, des municipales et d'un possible pacte secret entre la République En Marche et le Rassemblement National. Petit rappel pour les auditeurs qui s'égareraient ici, nous n'étions pas Charlie, nous ne serons pas Mila, car nous sommes Only Hebdo sur RFM et c'est notre 20e fournée. Bonne émission à tous. Tout est parti d'une vidéo sur Instagram. Au fil d'un live sur le réseau social, Mila, 16 ans, lycéenne dans l'Isère, exprime des propos virulents et hostiles à l'islam. En quelques minutes, la vidéo devient virale et la jeune femme, lesbienne, est victime de nombreuses insultes, souvent homophobes. Elle dit recevoir 200 messages de haine à la minute, mais également des menaces de viol et de mort. Face à la gravité de ces menaces, Mila a décidé de porter plainte. En attendant, elle a dû être déscolarisée. Vous pouvez critiquer le plus vivement du monde et d'une manière extrêmement virulente une religion, ça rentre dans la liberté d'expression. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, en revanche, c'est critiquer ou s'en prendre à des gens parce qu'ils croient en cette religion. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités lui ont apporté leur soutien. Je suis Mila, car le blasphème n'est pas un délit, mais une œuvre de santé publique. Critiquer les religions, voire les haïr, relève de la liberté individuelle. Le procureur de la République de Vienne a décidé d'ouvrir une enquête pour identifier les auteurs des menaces contre Mila. Il va par ailleurs vérifier si les propos tenus par la jeune femme sont de nature à recouvrir une qualification pénale ou s'ils s'inscrivent dans la liberté d'expression. Le national-sionisme, après avoir tordu le bras du Rassemblement national, est-il en train de tordre le bras d'Emmanuel Macron ? C'était l'hypothèse majeure que vous suggériez la semaine dernière, Monsieur Corias, et en cela, vous avez été rejoint dans l'analyse par Emmanuel Todd. On en a parlé cette semaine sur le site. Alors, on glane ici et là, jour après jour, des informations accréditant cette perte de pouvoir, cette perte de territoire de la Macronie. Et je pense qu'on pourrait partir, si vous me permettez, Monsieur Corias, par exemple, des municipales, et plus précisément des municipales à Paris, car à bien y regarder, eh bien, il n'y a pas de candidat macronien à la mairie de Paris. Alors, je développe succinctement. Si on prend les 4 candidats principaux, alors, évidemment, Anne Hidalgo qui est en passe d'être réélue, donc qui elle représente plutôt l'ancien réseau PS. On rappelle qu'elle avait été mise en place par le réseau Delanoë, et donc elle est bien installée. Et les gens s'étonnent de sa présence, mais Anne Hidalgo, elle convient à tous les lobbies qui exercent dans la sphère parisienne et à toutes les communautés. Anne Hidalgo, c'est la candidate bobo, la candidate LGBT, écolo, féministe. Elle a aussi évidemment des liens avec les réseaux financiers, c'était une strauss-kahnienne. Elle est soutenue en ce moment même par Audrey Pulvar et Patrick Pelloux, l'urgentiste de Charlie Hebdo. Donc voilà, il y a toute une symbolique. Et puis, rappelons-le, c'est aussi Madame le maire du projet de rénovation de Notre-Dame. C'est quand même l'incendie de Notre-Dame s'est quand même passé sous son mandat, et c'est un grand projet, c'est un projet, le fameux projet de rénovation de Notre-Dame et plus largement de l'île de la Cité, et un projet qui la dépasse, mais quelque part, elle est engagée dans ce chantier. Donc, Anne Hidalgo, évidemment, a de très très fortes chances d'être réélue. Et elle ne représente pas, stricto sensu, le réseau macronien. Rachida Dati, aussi appelé l'aspirateur pour les initiés. Rachida Dati, c'est la candidate de la bourgeoisie de droite, c'est la candidate du réseau Sarkozy, mais comme d'habitude avec elle n'est pas vraiment là pour gagner, elle est là plutôt pour prendre le pognon, et elle fait plutôt le sparring partner dans cette affaire. Benjamin Griveaux est le candidat LREM, normalement. Mais quand on s'intéresse à ce que représente, on va dire, l'état profond et à l'étude des réseaux, on se rend compte que Benjamin Griveaux est beaucoup plus le candidat du lobby sioniste que de la République En Marche macronienne à proprement parler. Car Benjamin Griveaux,
On pourrait arguer effectivement que c'est Benjamin Griveaux-Minkowski, par sa femme éternellement liée. Mais si on s'intéresse à sa liste, on sait que sa suppléante, ce qui est quand même pas rien, c'est Élise Fageles, qui est quand même la femme qui vient de la DILCRA, des réseaux Valls, petite protégée du CRIF, du Binac Brit, que dans son équipe, Benjamin Griveaux compte aussi Sylvain Maillard. On en a parlé lors de l'émission sur la nouvelle définition de l'antisémitisme. Donc lui, c'est pareil, c'est l'homme-lige du lobby sioniste. On a vu cette semaine d'ailleurs que Laetitia Avia, pour les initiés, qui représente plutôt, qui est plutôt au service du réseau sioniste que du réseau macronien, a apporté son soutien à Benjamin Griveaux. Il y a une sorte de cohérence dans tout ça. Mais voilà, Macron n'est pas vraiment représenté dans cette élection municipale. Et le dernier candidat, le quatrième, dans les 4 candidats majeurs de cette élection, c'est évidemment Cédric Villani, le mathématicien de l'extrême, qui, lui, cette semaine, s'est fait exclure, ou qui s'est plutôt auto-exclu de La République En Marche, parce qu'il a bien compris que c'était complètement cramé de s'afficher sous l'affiche LREM en période de Gilets jaunes. Donc, on a là quelque chose d'assez symptomatique, et on l'avait vu avec la fameuse circulaire sur les municipales, qui était une tentative de refuser de donner de la visibilité à la plupart des communes françaises. Alors, je parle au passé, parce que ces jours-ci, ça a été retoqué par le Conseil d'État, mais on voit bien là qu'il y a une logique, c'est que la Macronie abandonne, parce que déjà ça correspond pas à sa vision du monde, et en plus parce qu'elle n'en a pas ou plus les moyens, elle abandonne la gestion de la France. Alors d'abord la gestion de la France périphérique, mais finalement même des métropoles, on va en parler, et donc elle abandonne cette gestion à d'autres, et elle délègue, elle s'intéresse exclusivement au national, et même plutôt au supranational, et la Macronie donc délègue, et elle est obligée de dealer. Alors maintenant, la question que je pose, Monsieur Corrias, la question solennelle que je vous pose, c'est avec qui la Macronie est-elle obligée de dealer? Avec qui Macron est-il obligé de négocier? Eh bien, devant un exposé aussi brillant, là, je rends mon tablier. Non, mais j'ai écouté avec patience et passion. Est-ce que vous pouvez répéter votre question, Monsieur Debracq, s'il vous plaît, la dernière, parce que je suis encore dans l'analyse de ce que vous venez de dire. Juste une petite chose à propos de Rachida Dati, vous avez dit quelque chose d'assez dur en disant qu'elle était là, elle a été maire du 7e quand même, pour prendre le pognon. Alors, c'est un peu brutal, mais on sait, par exemple, avec les candidatures de Christine Boutin, qui avait, elle non plus, aucune chance d'être élue à Paris, encore moins que Rachida Dati, que l'idée, c'était de gratter 2-3% et ensuite de vendre son pourcentage, évidemment, aux futurs gagnants éventuels. C'est-à-dire qu'en fait, la multiplication des candidatures dans ce genre d'élection, c'est se placer tout simplement, non pas pour gagner, mais pour obtenir quelque chose, une prébande, un poste, et peut-être aussi une ligne budgétaire de la part du futur gagnant. Voilà, donc je voulais juste préciser ça. C'est pas juste une provocation de votre part. Et là, je pense que je viens de vous sauver d'un procès assez dur avec 30 000 € à la clé. Oui, alors je vous remercie. Et donc, je répète la question qui faisait suite à mon développement. C'est, on se rend compte que la Macronie est en train d'abandonner la gestion de la France périphérique et de la France municipale, on va dire. Et donc, elle est obligée finalement de dealer avec d'autres pouvoirs pour déléguer cette gestion. Et d'après vous, avec qui Macron ou avec qui la Macronie est-elle en train de négocier? Alors d'abord, la Macronie, effectivement, elle sait qu'elle a peu de chances de gagner les villes. Cet ancrage national, c'est-à-dire provincial, départemental, régional, elle ne l'a pas, puisque la République En Marche est un faux parti. C'est un mouvement qui a été construit pour la présidence et quasiment détruit après. Il ne se passe plus rien en termes de débat, et même les gens qui ont participé et qui ont cru au grand rêve macronien de la démocratie participative d'en bas, ils ont vite, eux, rendu leur tablier, puisqu'ils se sont rendus compte que tout le monde n'en avait rien à foutre, ou personne n'en avait rien à foutre en haut lieu dans la Macronie de ce qu'ils disaient. Donc ces petites réunions de quartier, etc., qui a fait vibrer tant de petits Français néolibéraux, conscients ou inconscients, c'est terminé. Donc le mouvement n'existe pas, et donc il ne peut pas concrètement gagner des villes. Les grandes villes sont acquises soit à la droite, soit à la gauche de pouvoir. On le voit avec Lille, Paris, Lyon, Marseille, etc. Toulouse, la Macronie ne pourra jamais s'insinuer dans ce jeu qui est le résultat de décennies
de jeu plus ou moins démocratique, de tractation, etc. Il faut un ancrage, il faut une histoire, et ce parti néolibéral à l'américaine, qu'est La République En Marche, ne peut s'inscrire dans ces traditions. Du coup, eh bien, ils savent qu'ils vont prendre une claque au municipal, et l'objectif, c'est un petit peu de limiter les dégâts, d'où la directive pleine de nuances de l'ami Castaner, qui s'est fait évidemment retoquer par le Conseil d'État. On ne reviendra pas dessus. L'idée, c'est de ne pas faire entrer dans le compte des municipales les résultats des villes, des plus de 30 000 villes en France, de moins de 9 000 habitants. Il faut savoir que la France, c'est quand même 36 000 communes. Et malgré le fait que récemment, des communes sont en train de s'unir pour une question de poids économique ou politique, hein, ça se fait beaucoup, eh bien, on a autant de communes en France que dans toute l'Europe. Donc, la Macronie sait qu'elle va perdre ses élections. Ce qu'elle veut, c'est limiter les dégâts. D'abord par les statistiques trafiquées, bon, ça c'est raté pour Castaner. Et ensuite, elle sait que, d'abord, on le sait tous, que la Macronie vient d'une espèce de fusion du centre entre la droite et la gauche d'alternance. Tous les gens de la Macronie, vous avez cité Griveaux et tout ça, sont des gens, Darmanin et compagnie, sont des gens qui viennent de l'UMP ou du PS. Ce sont non pas des traîtres, mais des gens qui ont évolué vers un mouvement qui avait plus de chances de plaire aux Français, puisqu'il était décrit un peu comme ni droite ni gauche par Macron lui-même. Eh bien, ce mouvement donc très fragile a à sa tête des gens qui sont capables de faire des alliances locales ou de jouer contre, par exemple, la montée du Rassemblement national, et de jouer, en fait, d'avoir un poids politique local important, mais pas suffisamment pour gagner et rafler les grandes villes. Ce qui est important, ce qui est un tremplin, on le sait, pour des ministères ou des présidentielles. Donc, ils ont déjà renoncé. Ce qui compte pour eux, c'est presque déjà l'après. Et puis, en même temps, je dirais que la Macronie, la France hors Paris, ça l'intéresse pas tellement. C'est pour eux les banlieues, les gilets jaunes. Moi, j'appelle la banlieue la France 2, et les gilets jaunes, c'est les campagnes, c'est un peu la France 3. France 1 étant la France des grandes villes. Celle qui, justement, a voté en masse pour Macron. Je rappelle les chiffres à Paris, je crois à 80%, hein, dans ces eaux-là. Bref, la Macronie, c'est un mouvement, ou le macronisme, qui ne concerne qu'une catégorie sociologique. Emmanuel Todd en a parlé dans l'article que vous avez cité, qui est très intéressant, parce qu'il se raccorde au principe d'égalité-réconciliation et d'Alain Soral. Eh bien, vous avez parlé dans votre intro d'une alliance possible LREM-RN, donc Macron-Marine. Alors, objectivement, c'est impossible, hein, c'est un peu comme en 1938, le pacte de non-agression Ribbentrop-Molotov entre soviétiques et allemands. Eh bien, en fait, de fait, vu que le Rassemblement national va sûrement gagner plus d'une centaine de villes, de plus de 9000 habitants, attention, aujourd'hui il n'en a que 14, hein, et même si LREM essaie de faire monter un peu la peur à ce niveau-là, le Front National ou l'ex-Front National ou l'ancien Front National a des chances d'augmenter son pourcentage et de devenir toujours, ou de rester par rapport au original, je crois, de 2005, le plus grand ou le premier parti de France. LREM peut laisser la gestion, en fait, du reste de la France, et comme vous avez dit, garder le national et le supranational, à un Rassemblement national, puisque à côté du RN, il y a évidemment la France insoumise, mais qui a des gros soucis en ce moment, on y reviendra, et puis le PS et l'UMP sont pulvérisés, même si ils conservent évidemment la main sur pas mal de villes, n'oublions pas ça. Mais ce pouvoir municipal, aujourd'hui, il n'intéresse pas le Macron et ses sbires. De toute façon, ils ne peuvent pas y prétendre, donc ils vont ailleurs. Et je pense que c'est un calcul assez lucide de leur part que de zapper ou de faire l'impasse sur cette élection, comme on fait l'impasse sur un sujet pendant un examen, et de passer à autre chose. En gros, ils vont dire, oui, bon, les municipales, c'est municipal, et puis voilà, on s'en fout, nous, on est ailleurs, on gère la France, la sécurité et tout ça. Mais je crois qu'effectivement, non pas un pacte de non-agression, mais en tout cas un intérêt commun est trouvable entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur, non seulement sur, je dirais, une cartographie française, un peu à la Todd, hein, mais aussi sur
le pouvoir politique. C'est-à-dire que la montée du Rassemblement national ne peut pas être sans conséquence sur le pouvoir macronien. C'est-à-dire que Macron est obligé d'intégrer une portion de souverainisme et d'autoritarisme, mais d'autoritarisme par rapport aux banlieues, puisqu'on sait que le RN a un peu abandonné la question sociale pour la question raciale, ethnique ou en tous les cas religieuse, c'est-à-dire que l'idée, c'est de taper sur les gilets jaunes, ce que fait Castaner ou Nunez, et surtout de taper sur l'islamisme. Et le discours de Macron à ce sujet est assez intéressant, puisqu'il l'a désigné comme ennemi. Et c'est une concession faite au Rassemblement national, hein, qui évidemment capitalise là-dessus, et aussi au CRIF. Et c'est pas étonnant, puisque évidemment le CRIF pousse en ce sens à criminaliser l'islam en France, et donc les musulmans, hein, faut pas se payer de mots. Eh bien, il se profile un intérêt commun entre un Macron qui durcirait son pouvoir à l'intérieur, et d'ailleurs Nunez, c'est ce qu'il fait déjà, hein, puisque Castaner, lui, n'a plus de poids, c'est un pantin. Nunez, qui a déjà été en Israël chercher quelquefois ses ordres, peut-être, ou en tout cas des idées, eh bien, il palestinise en quelque sorte les gilets jaunes, donc les petits Français ou les petits Blancs, même si c'est une expression qui peut paraître dérangeante pour certains, mais en tout cas, pour les cyniques au pouvoir, ça l'est pas. Et aussi, évidemment, le peuple immigré des banlieues. Donc la France 2 et la France 3 seraient un peu visés dans ce partage du pouvoir, et ça arrangerait à la fois le RN et la République En Marche, qui de la sorte scellerait un pacte qui leur permet d'augmenter la protection, la sécurité de la bourgeoisie française, de ce centre un peu des classes moyennes pas encore paupérisées, parce qu'une partie est paupérisée, mais les classes moyennes supérieures ne le sont pas, elles sont toujours pro-Macron, et qui, elles, voient d'un mauvais œil, évidemment, les agitations en banlieue, comme il y a eu en 2005, en octobre, et les agitations des campagnes avec les ronds-points, les gilets jaunes. Voilà, et donc, en ce sens, on peut parler d'un pacte, même si rien ne sera jamais signé et prouvable. Voilà, donc un pacte de partage du territoire et de partage de la gestion politique, un pacte donc pour gérer, encore une fois, la France 2 et la France 3, comme vous dites, un pacte qui pourrait effectivement concerner Macron et Marine, mais on va dire une Marine zémourisée. Et c'est vrai qu'on est dans une dynamique d'abandon complet de la part de la Macronie, de la France gilet jaune, qui finalement de plus en plus n'est plus considéré que comme des dangereux insurrectionnaires, irrécupérables sociaux. Et puis alors là, c'est là que les déclarations de Goldnadel et Badinter, auxquelles on a pu assister cette semaine, prennent tout leur sens, puisque dans leur bouche, les gilets jaunes ne sont plus que des islamo-gauchistes à visée quasi terroriste, quoi. C'est ce que disent aussi les ministres ou les larbins de Macron, hein, Darmanin, Griveaux, je crois, ont été très méprisants avec les gilets jaunes, et eux, s'il n'y a pas la composante islamo dedans, il y a la composante gauchiste. Pour eux, ce sont des insurrectionnels potentiels dangereux, et ça ne les dérange pas de taper dessus. D'ailleurs, le sang a coulé, hein. Et puis la justice a aussi le bras très lourd contre eux, puisqu'elle les embastille par centaines. Je rappelle justement la petite phrase de Todd là-dessus, je crois, hein, c'est « Je spécule une collaboration future dans les violences faites à la société, le macrono-le-pénisme ». On y est, vous avez rappelé qu'il y a donc maintenant une espèce de passerelle entre les propos de Goldnadel et ceux indirectement de Macron, même si Macron, lui, ne prend pas le risque de faire de l'anti-islamisme. Il prend pas le risque, mais il fait des concessions. Lui-même, théoriquement, ne peut pas partager le pays, c'est le président de tous les Français, donc il ne doit pas avoir ce discours. Il le laisse tenir par d'autres, ou il laisse tout simplement la répression par Nunez se faire, et on en voit les dégâts. Il y a quand même un jeu assez subtil chez Macron, qui ne veut pas totalement, évidemment, subir les injonctions du CRIF. Il a résisté deux ans, je crois, au voyage en Israël. Il n'a pas dit que Jérusalem était ou serait la capitale future du grand État d'Israël ou du grand Israël, donc il n'a pas obéi à toutes les injonctions, et c'est pour ça aussi que le CRIF le met en difficulté, le pousse toujours avec cette accusation sur l'islamisme d'être complaisant. Ça veut dire quoi? En gros, électoralement, Macron est tenu par le vote des banlieues qui auparavant appartenait
au PS, le PS n'étant plus rien, c'est aujourd'hui la Macronie qui le récupère, en théorie, évidemment. Et cette accusation de complaisance envers l'islamisme fait du mal à Macron, puisque ça le met en porte-à-faux avec le pouvoir profond, celui du CRIF, et puis les artilleurs du CRIF, que sont Golnadel, Zemmour et compagnie, même s'ils ne sont pas au CRIF, mais en tous les cas ils jouent le même jeu, font très mal à la Macronie, qui est coincée en fait, puisque si elle commence à soutenir les banlieues par électoralisme, sans le dire, elle revient, et ça revient pour le peuple de France, qui est touché par le discours de Zemmour, à soutenir l'islamisme. L'amalgame est très vite fait. Et donc, c'est un jeu coinçant, c'est un jeu subtil que Macron doit jouer, et c'est pour ça que souvent on dit qu'il dit tout et son contraire. Mais c'est parce qu'il est sur une corde raide, et des deux côtés, il y a un précipice. Pour l'instant, il n'est pas encore tombé, mais il a glissé souvent. Voilà, donc dans cette configuration, on peut imaginer, nous aussi, comme Emmanuel Todd, hein, on peut faire de la spéculation, et imaginer Marine qui serait là pour faire la police, hein, dans cette France de demain, mais qui commence dès aujourd'hui, et peut-être Mélenchon même. Quel rôle de Mélenchon ? Mélenchon peut-être pour faire le tampon, et c'est là où l'analyse de Todd rejoint effectivement les analyses de R, hein, parce qu'il parle bien, Emmanuel Todd, de mutation du libéralisme libertaire en libéralisme sécuritaire. Il dit bien que le gouvernement Macron est impuissant politiquement et économiquement. Là, il parle de l'Union européenne. Il dit bien que le gouvernement, donc, dans cette configuration, en est réduit à parler, hein, à agiter des spectres comme l'identité, l'islam, l'antisémitisme, voilà, et à gérer la baisse globale du niveau de vie, qui est la problématique majeure, par la répression. Et effectivement, dans ce cadre de cette dérive autoritaire du pouvoir libéral, le Rassemblement national zémourisé, Marine 2.0, pourrait tout à fait postuler, hein, dans cette configuration, postuler à une cohabitation en tant qu'auxiliaire de police oligarchique pour mettre au pas le peuple réfractaire qui, si elle s'aligne, comme on le disait précédemment, sur la vision goldnadelienne, le peuple réfractaire qui n'est plus qu'un amas d'islamo-gauchistes révolutionnaires, dangereux, injustes, anti-républicains, etc., etc. Et donc tout le monde, finalement, quelque part, tout le monde serait content. Macron reste au pouvoir, Marine sort de son impasse, et Mélenchon, qui n'a peut-être pas les couilles de prendre la tête des Gilets jaunes et de la Révolution, finalement, obtiendra aussi ce rôle de tampon. Alors, une affaire emblématique de cette stratégie sur laquelle on fait des hypothèses, cette semaine, c'est l'affaire Mila, puisqu'elle rentre totalement dans ce cadre-là, la fameuse affaire Mila. Alors Mila, c'est la Jeanne d'Arc LGBT, hein, derrière laquelle s'est rangée comme une armée en quelques jours, en quelques heures, toute la droite nationale. Hein. Donc c'est cette espèce de Jeanne d'Arc 2.0. Alors Mila, c'est une jeune adolescente de 16 ans, féministe, LGBT, laïque, laïque athée, mais version un peu radicalisée, hein, parce que donc elle s'est fait connaître. Elle a accédé à la popularité en déclarant que l'islam c'était de la merde. Donc elle a tout l'attirail on voit qu'elle a fait de la chirurgie esthétique déjà à son âge, très artificielle, ultra moderne, tout ce qui est censé détester cette espèce de bourgeoisie catholique. Et pourtant, la bourgeoisie de droite catholique nationale fameuse se rallie sans problème et s'allie sans problème avec le féminisme laïque macronien. Et donc là, on a une préfiguration de l'alliance dont on parle depuis tout à l'heure entre Macron et les nationaux-sionistes, finalement. Oui, de toute façon, c'est cette bourgeoisie qui a peur, hein, qui voit les banlieues, qui voit les campagnes et qui commence à être en effervescence du fait de la paupérisation programmée. Hein. Comme dit Todd, Macron, qu'est-ce qu'il gère ? Il gère la paupérisation, c'est-à-dire la baisse des revenus de ces catégories dites inférieures ou moyennes. Et à l'arrivée, évidemment, la bourgeoisie se range toujours derrière le sabre ou derrière la matraque. Et on le voit. Alors cette Mila, elle tombe à pic, hein, avec sa jolie bouche peut-être refaite, son nez qui a été affiné et ses yeux magnifiques. Elle est, on dirait presque une image virtuelle, on l'a écrit. Hein. C'est une construction assez parfaite, effectivement, d'une jeune fille d'aujourd'hui qui a tout pour incarner. On l'imagine sur un cheval. Et d'ailleurs, elle ressemble presque à la Jeanne d'Arc de Luc Besson.
Luc Besson qui a un peu disparu des radars, mais c'est encore une autre histoire. Et d'ailleurs, c'était Mia Jovovich. Tout à fait, et c'est ça qui est drôle, on a quelque chose là, alors évidemment là on n'est pas dans le complot, on est justement dans les petites analogies étonnantes et fertiles. Cette Mila, elle tombe à pic, elle tombe du ciel pour cristalliser, pour précipiter, comme on dit en chimie, toute la nervosité national-sioniste, et ça augmente la pression sur notre ami Macron. Alors je dis notre ami Macron, c'est parce que c'est le président et on lui doit le respect. Mais Mila, c'est vraiment... si elle n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Vous avez décrit un peu ce qu'elle était, ce à quoi elle correspondait, cette espèce de féministe post-libérale, post-libertaire, elle va encore plus loin que tout ça, et qui correspond à quelque chose à presque une créature de la génération Macron, mais qui met la pression sur son aile droite, et qui met la pression justement sur l'islamisme, qui du coup là devient condamnable, puisqu'elle a été accusée de tous les maux par les islamistes, officiellement et officieusement, via les réseaux sociaux. Elle avait envoyé sa diatribe sur Instagram en vidéo, et elle a été l'objet de menaces de viol et de mort, évidemment, et tout ça parce qu'elle a refusé les avances d'un musulman sur Instagram. Bref, c'est le candidat ou la candidate idéale pour provoquer une éruption de lave. Là, les mots viennent tout seuls, de lave national-sioniste. Et soudain, le scénario des Goldnadel, Zemmour, Habib et même Riofol et compagnie se perçoit encore mieux, c'est-à-dire une pré-guerre civile avec deux camps bien déterminés qui forcent le président à prendre parti de manière claire, alors que lui, justement, il voulait rester dans l'ambiguïté. Après ça sera très difficile. Et on voit d'ailleurs que Belloubet, la garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a été très emmerdée, puisqu'elle a rétropédalé après sa condamnation en tant que blasphème des propos de la jeune Mila. Et on voit bien que le coup est destiné à la Macronie, et il a fait un peu exploser la Macronie, puisque il est très très difficile de réagir à une telle provocation ou un tel attentat. Pour moi, c'est un attentat, l'histoire de Mila. Alors évidemment, les propos qu'elle tient, elle en est responsable, même si elle a que 16 ans, mais en tous les cas, l'exploitation de ses propos me rappelle, moi, ce qui était arrivé à Dieudonné, il y a maintenant presque 17 ans, lorsqu'il a fait juste un petit sketch, et on a l'impression que tout un système médiatico-politique était prêt à sauter sur ce genre de propos pour déclencher une opération. Et là, il y a une opération Mila, pro-Mila, justement par les forces nationales-sionistes, comme il y a eu une opération anti-Dieudonné par les forces sionistes il y a une bonne quinzaine d'années. Et tout ça sans la préparation, non pas la Mila n'a pas été poussée, je pense, pour dire ça, elle a réagi avec le cœur, mais derrière, il y a toute une ingénierie en place qui n'attend que ce genre d'étincelle. Et Mila, c'est une étincelle. Et d'ailleurs, avant Mila, pour moi, c'est un attentat. Il y a eu des attentats qui, eux aussi, sont des étincelles qui sont destinés à faire prendre feu dans une France très partitionnée, où règne le séparatisme et où les camps radicaux ou radicalisés ont besoin de cette séparation, de ces séparations. C'est bien que quand les gens se parlent plus, c'est fini. Donc là, il y a encore débat, ça chicore sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle, etc. Mila ici, Mila là, il y en a qui la défendent, d'autres qui l'attaquent, plus ou moins. Et on remarque quand même qu'il est très difficile de l'attaquer, même s'il a eu des propos outranciers. En fait, des propos très Charlie. Tout ce qui est de l'ordre de la merde, Charlie a toujours couvert de merde ses opposants idéologiques. Et là, elle fait la même chose. Donc c'est très Charlie. Riss doit être très content de l'existence d'une Mila, je pense. Riss, le nouveau patron multimillionnaire de Charlie Hebdo. Et donc on arrive aujourd'hui à une situation où les deux camps se radicalisent. Et effectivement, par exemple, vous parliez de Monsieur Mélenchon, il a beaucoup de mal, lui, à trouver une place dans ce jeu. Et pourtant, il pourrait avoir des arguments avec un fond social plutôt correct, avec Caténins qui dit des choses pas connes sur les dégradations sociales en cours, et même très justes. Même Ruffin, il a une bonne analyse, il n'y a qu'à voir son film, merci patron. Mais à côté de ça, il hésite sur le souverainisme, et du coup, il a laissé passer Marine Le Pen, et qui va sûrement écraser la France insoumise aux prochaines municipales. Enfin, c'est même probable. Et par peur du souverainisme, qui est quand même le catéchisme gauchiste par excellence, par peur du souverainisme, il est en train de perdre la main dans ce jeu. Et pourtant,
socialement, je dirais, il a tout bon. Donc, monsieur Corias, vous n'êtes pas Mila. Ben, c'est pas ça, c'est que elle, en tant que jeune fille, on ne peut que la défendre. On peut pas accepter qu'une jeune fille se fasse attaquer, menacée de viol, de mort, etc. C'est inacceptable. Qu'elle soit gouine ou pas gouine, qu'elle soit refaite ou pas refaite, etc. Elle a son franc-parler, c'est très français, c'est tout à fait acceptable, c'est même gaulois ce qu'elle a dit. Par contre, on comprend que derrière, ces propos ont été exploités par toute une organisation qui n'attend que ça, qui n'attend que ce genre de provocation, un peu à la Charlie, pour exister, soi-disant défendre la démocratie française devant la menace islamiste. Or, on sait très bien que, malgré ce que dit Zineb El Razoui, la nouvelle passionnariat national-sioniste, les islamistes sont pas aux portes du pouvoir en France, c'est une grosse connerie. S'il y a bien un isme qui est au pouvoir en France, c'est le sionisme, même s'il n'est pas officiellement au pouvoir, mais en tous les cas, ses injonctions sont écoutées par tout le monde, et la petite bande Zemmour, Goldnadel, Riofol et compagnie, si ils sont impunis dans les médias, pourtant ils disent des choses très violentes pour la France et son unité, eh bien c'est parce que derrière ils ont un méga parapluie nucléaire qui les protège de tout retour, peut-être judiciaire même, où on voit, Zemmour n'a pas été condamné à grand-chose, je crois à 3 000 € après tout ce qu'il a dit, donc eux ils ont un boulevard et les médias n'osent pas les attaquer. Il y a encore aujourd'hui un débat presque fraternel entre les socialo-sionistes et les nationaux-sionistes, qui est la nouvelle version du sionisme, plus adaptée aujourd'hui. Mais les socialo-sionistes sont en train de perdre, on le voit, c'est ce qu'on appelle aussi l'islamo-gauchisme. Et c'est pour ça que, je pense, Mélenchon est tenté par une bonne dose d'antisionisme qui lui permettrait de reprendre la main et d'aller sur le terrain qu'a abandonné Marine Le Pen. Donc là, il y a un grand jeu, une tectonique qui, en ce moment, qui s'accélère, qui va dans tous les sens, et le paysage politique est en train de se recomposer complètement autour de forces nouvelles. Alors je pense qu'on peut conclure sur cette image que je vous livre, c'est-à-dire Zemmour, Mila, Zineb, voilà, la France éternelle. Ouais, c'est joli, et il y a plein de jolies filles, donc c'est très bien, mais après, il faut voir ce qu'on en fait. Il y a une espèce de prostitution quand même. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs, le piège est en train de se refermer sur nous, le peuple réfractaire, mais la révolution populaire n'a pas dit son dernier mot. Nous nous posons d'ailleurs là modestement en éclaireur, en espérant que notre travail hebdomadaire par cette émission et journalier sur le site vous soit le plus utile possible. On se retrouve la semaine prochaine, si le coronavirus n'a pas eu raison de nous. Bonne semaine à tous. Le couillonavirus.